Chapitre 37 Effacement. Quelques mois passèrent et Constantin s'enfonçait dans sa solitude. Il vivait dans une prison dorée, loin de ses amis, se distanciant chaque jour de sa vie d'antan, et côtoyant quotidiennement la peur d'un départ précipité. La société était au bord de l'implosion. L'Alliance triasiatique en gestation faisait face au bloc musulmano-judéo-chrétien en formation. Le totalitarisme mondialisé de la pensée unique allait submerger d'ici à quelques années l'éclectisme culturel des civilisations humaines. En 2030, alors que Constantin avait 17 ans, le professeur Duncan Mariteau mit enfin au point le premier vaccin d'immortalité connu sous le nom de code 5, 3, M, 9, 1, 7, 3, R, N, 3, L le jour même, dans les bureaux de la firme Siloca, propriétaire du laboratoire de Mariteau. Duncan eut un entretien passionné sur le sujet avec son vieil ami et néanmoins chef, le docteur Thomas Mochet. Alors que le professeur souhaitait communiquer au monde sa découverte et libérer ainsi l'humanité de sa peur ancestrale, la mort, son chef s'y opposa de toutes ses forces, argumentant que ce vaccin serait l'échafaud de cette même humanité. Face à un tel rejet, Mariteau aurait dû actionner les contacts clandestins qu'il entretenait depuis le début de ses recherches avec les services secrets indiens, le RAO. Transhumaniste comme Larry Page, il avait aussi trouvé en l'Inde le protecteur qui un jour pourrait s'avérer nécessaire. Comme dans un bon thriller, un commando indien neutralisa le soir même les systèmes de protection du laboratoire Siloca à Montréal. En moins d'une demi-heure, sous la direction du professeur Mariteau, l'équipe récupéra toutes les informations essentielles de ce dernier pour qu'il puisse continuer ses recherches en Inde. Ensuite, ils infectèrent tout le réseau informatique de l'entreprise et de ses partenaires jusqu'au 3e niveau de leur connexion. Tout le matériel relatif aux travaux de Mariteau fut emporté pour être détruit à l'abri des regards. Cette opération millimétrique fut préparée de longue date avec le support du professeur. Aucune preuve ne fut laissée, toute trace liée à 5, 3, M, 9, 1, 7, 3, R, N, 3, elle avait disparu. Après cela, toujours dans la plus grande discrétion, une partie du commando accompagna le professeur à son domicile. Delphine fut prise d'étonnement quand elle sut qu'il lui restait un quart d'heure pour récupérer le strict essentiel de leurs affaires. Il était 21h30 et Duncan s'étonna de ne pas voir Constantin à la maison. Sa femme lui expliquait dans l'urgence qu'elle venait de laisser leur fils au cabinet du docteur Orion car il allait voyager le mois prochain et qu'il n'aurait pas pu assumer la séance de Constantin. Comme leur fils était très angoissé ces derniers temps, il n'aurait pas supporté de passer plus de 60 jours sans son thérapeute. Duncan enragea de cette nouvelle. Qu'allons-nous faire à présent ? Professeur, nous devons récupérer de suite votre fils et les personnes qui vont voir la scène car nous ne devons pas laisser de traces. Commandant, ne pouvons-nous pas attendre qu'il rentre ? Combien de temps va durer sa séance ? Le connaissant, certainement plus d'1 heure. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Pour le succès d'une opération d'exfiltration-disparition, les premières heures sont primordiales. Chaque minute compte. D'ailleurs, Madame Mariteau, il vous reste exactement 3 minutes avant notre départ. Je suis prête, commandant. Duncan, pourquoi ne nous as-tu pas avertis de ce départ ? Trop de risques de partager l'information, et j'espérais, peut-être ingénument, que mon chef et avant tout ami, Thomas Mochet, ne trahirait pas mes recherches. Tous se regroupèrent et entrèrent discrètement dans un véhicule banalisé. 10 minutes plus tard, ils se garèrent devant le cabinet d'Apollon. À part le docteur et leur fils, l'immeuble était vide et aucune caméra de surveillance n'allait entraver le déroulement des opérations. Duncan, Delphine, le commandant et ses 2 agents pénétrèrent dans le bâtiment avec une démarche naturelle. Constantin et son docteur étaient en pleine discussion quand la porte s'ouvrit. Au stress du moment se substitua vite l'étonnement, puis l'incompréhension. Apollon questionna les intrus en élevant la voix. « Mais enfin, que faites-vous ici ?» Un agent pointa son arme silencieuse sur le docteur pour le faire taire. Constantin se mit à crier. L'autre agent sortit une seringue. Le commandant immobilisa l'adolescent et l'empêcha de hurler. Le militaire injecta le contenu de la seringue dans la cuisse du jeune homme. 5 secondes plus tard, Constantin dormait paisiblement. Malgré l'affolement, Apollon était relativement calme. Duncan prit la parole. « Docteur, ou vous venez ou vous mourrez, mais dans tous les cas, vous disparaissez. »
5 longues secondes de silence. Que se passe-t-il, Duncan? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Suivez-nous et surtout, pas de vagues. Par le sérieux de la situation, Apollon avait compris que les réponses viendraient plus tard et qu'il valait mieux suivre ce groupe sans tenter quoi que ce soit. Ils embarquèrent dans le véhicule. Il n'y avait personne dans les environs pour être témoin de la scène et aucune caméra ne gardait cette rue. Un jet privé les attendait dans un aéroport de campagne. Ils décollèrent dès leur arrivée et rejoignirent le lendemain un aéroport allemand. Après un bref ravitaillement, ils redécollèrent pour débarquer en Inde et être pris en charge par les autorités locales. En parallèle de cette évasion, une autre équipe de la RAWE face à toute trace informatique prouvant l'existence de la famille Maritoret. Leurs biens furent vendus immédiatement, pour l'administration canadienne comme pour les divers organismes de leur quotidien. Duncan, Delphine et Constantin n'étaient plus dans les registres. Cela faisait déjà des années que le professeur n'entretenait aucun réseau social en vue justement de cette disparition. À part le docteur Moshe, quelques employés de la firme Siloca et quelques connaissances du petit lycée privé où étudiait Constantin, personne n'allait demander des nouvelles de cette famille. Par conséquent, la police allait trouver étrange de chercher des données fantômes supposément volées par une famille imaginaire. Concernant Apollon, un corps et sa voiture, tous deux calcinés, furent retrouvés dans un ravin sur une route de montagne québécoise avec les documents du docteur relativement intacts dans le coffre du véhicule. Scénario parfait de l'accident qui a viré au drame. L'ex-femme d'Apollon et leur fils, Cadet Orient, furent mis au courant du décès le lendemain. Tout était rentré dans l'ordre comme si rien ne s'était passé. Pour Apollon, Delphine, Duncan et Constantin, une nouvelle vie allait commencer en Inde dans un complexe militaire ultra sécurisé. Le lendemain de leur arrivée, Duncan invita son fils, son épouse et le docteur Orient dans son bureau. « Mes chers, tout d'abord, je vous dois des excuses pour ce départ précipité et subite. Je poursuis un but supérieur à notre existence à tous les quatre, celui de l'immortalité pour la race humaine. J'ai en effet mis au point un premier vaccin qui va rendre l'homme presque immortel. Je dis presque car les simulations génétiques faites dans notre synthétiseur et interprétées par notre supercalculateur montrent que les patients vaccinés avant la vingtaine, âge où la maladie de la vieillesse se déclare, vivront toute leur existence avec leur corps de 20 ans, au lieu de mourir au terme de leur période génétique. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Que chaque être a une durée de vie génétiquement programmée par la nature et l'hérédité. Donc en gros, si demain tu me vaccines, je vais vivre avec mon corps actuel jusqu'à ma mort naturelle vers 80 à 100 balais, je suppose? Oui mon fils, sauf qu'au lieu de mourir, tu vas t'éteindre et te réveiller, comme une résurrection. Je serai donc parfaitement immortel, non? Non, car cette transition sur un nouveau cycle de vie, identique en durée au précédent, sera certainement très douloureuse et devrait, je n'en suis pas encore sûr à 100%, effacer tout ou partie de la mémoire des individus. C'est en cela que je nomme cette condition de semi-immortalité. En marge de ces problèmes, il y a d'autres effets secondaires comme la stérilité. Bref, ce premier vaccin n'est pas parfait. Néanmoins, il semble que la piste pour résoudre l'équation soit liée à la paire de chromosomes XX ou XY. Mais je ne sais pas le temps que cela va me prendre pour créer un antidote parfait contre la mort. Professeur? Oui, Apollon. Avec l'appui du RAW, vous nous avez fait disparaître pour poursuivre vos recherches sous la protection de l'Inde qui vous soutient. Je me trompe? Absolument pas. Les gouvernements occidentaux sont dévendus aux religions monothéistes et à leurs systèmes politico-financiers féodaux. Cette découverte remet en cause l'existence même de leur pouvoir. Quand j'ai vu il y a 2 jours que Thomas Moshe, mon ami, n'allait pas protéger mes recherches, j'ai dû amorcer le plan B ici en Inde. J'ai de vrais liens pour révolutionner le monde et libérer l'homme de ses chaînes religieuses. Ce n'est pas pour rien si les gens de chez Google sont venus s'y installer il y a environ une dizaine d'années. Ils avaient senti le vent tourner. Bien sûr, je vous parie que dans quelque temps, nous allons avoir une réconciliation des monothéismes en guise d'union sacrée contre la révolution que nous sommes en train de mettre en place en Inde et plus largement en Asie. C'est pour cela, mon chou, que tu avais peur du déclenchement d'une 3e guerre mondiale à cause de ta découverte? Je ne suis pas devin mais il y a de fortes chances,
en effet. C'est normal Duncan, depuis la nuit des temps, quel roi accepterait d'être déchu? Vous avez d'autres questions sur le pourquoi de ce départ précipité? Les trois se regardèrent et ils avaient l'air satisfaits des réponses. Apollon reprit la parole. Que m'est-il arrivé officiellement au Canada? Regardez le journal de Montréal demain à midi, heure locale. Épargnez-moi cette peine, Duncan. Mort tragique dans un accident de la route, corps consumé par le feu, bouche défoncée par le choc. Par chance, des affaires à vous sont retrouvées dans la malle et certaines sont presque intactes pour vous identifier et classer l'affaire. Toute votre existence électronique est gérée à distance et sous contrôle. Votre famille est avertie et fait le deuil. Aujourd'hui vous n'existez plus mais vous pouvez avoir une place de choix à nos côtés. Bon sang, vous supporteriez de ne plus voir votre fils? Vous préféreriez être mort? Les pores du docteur Orion avaient du mal à ne pas transpirer l'énervement. Professeur, votre quête a-t-elle toujours du sens lorsque vous utilisez les méthodes de vos ennemis? Je ne vais pas rentrer dans un débat sur la fin et les moyens avec vous, docteur. Votre vie comme la mienne sont insignifiantes face aux maux que nos actions peuvent soigner. Nous n'avons plus le luxe d'être égoïstes. Avec le commandant de l'opération, nous avons essayé au maximum de limiter les dégâts sans compromettre l'avenir de ce vaccin. Je sais que vous êtes pris dans cette tourmente malgré vous. En toute franchise, je suis désolé de ne pas maîtriser les lois du hasard concernant ma discussion avec Moshe, votre consultation improvisée avec Constantin, ou tous les autres détails de nos agendas respectifs qui nous ont conduits à cette situation. Pour autant, vous ne pouvez pas me culpabiliser de cette incapacité naturelle et universelle. Pourrais-je au moins revoir Cadet, mon fils? Pas dans l'immédiat. Donnez-moi une date, un délai, un espoir. Je ne sais pas mon ami, quand l'opportunité se présentera, nous agirons. Apollon avait compris qu'il valait mieux ne pas continuer sur ce sujet. La pente était glissante. Comme tout bon psychologue, il savait qu'il lui fallait regagner la confiance de son geôlier. Toutefois, Constantin n'avait pas encore acquis cette finesse sociale. Mais enfin, papa, tu ne peux pas sacrifier la vie d'Apollon qui n'y est pour rien dans cette histoire. Fils, ne me fais pas répéter ce que j'ai déjà expliqué. Pour une fois dans ta vie, consacre un peu de temps aux gens qui t'entourent. Nous ne sommes pas des machines, ni tes expériences de laboratoire. Arrête tes bêtises, Constantin. Tu sais comme tout le monde ici que j'ai de la compassion. Je ne serais pas en train de discuter avec vous si ce n'était pas le cas. Faut-il que je pleurniche pour mieux vous faire avaler la pilule? Ai-je besoin de badigeonner mes propos d'un sentimentalisme dégoulinant? La raison et l'intérêt public ne se suffisent-ils pas à eux-mêmes? Putain, tu fais chier. Calme-toi, Constantin. Ton père défend une noble cause et nous n'avons pas le droit d'accaparer son temps pour satisfaire notre individualisme. Merci infiniment mon ami de partager ma peine. Du fond du cœur, merci. Mais à présent, nous devons aider ton père dans son œuvre. Je ne sais plus quoi faire, Apollon, maman. Constantin éclata en sanglots. Trop de pression pour un jeune homme de 17 ans. Sa mère le prit dans ses bras et le consola. Le docteur Orion se leva pour serrer la main du professeur Maritoret. Il lui glissa 2 mots en guise de conclusion. Je souhaite vous aider, Duncan. Je peux continuer à m'occuper de Constantin. Il a un nouveau challenge maintenant. Acceptez mon combat? Et ça ne sera pas une bataille facile. Merci Apollon, je compte sur vous, et vous pouvez compter sur moi pour trouver une solution pour votre famille dans le futur le plus proche. Je sais très bien que vous ferez au mieux. Je vous remercie, Duncan. Après une rapide accolade, le docteur Orion sortit de la salle pour rejoindre ses quartiers. Constantin ne pleurait plus. Son père eut un mot gentil à son égard. Il embrassa ensuite son épouse. Delphine et leur fils partirent à leur tour pour laisser le professeur travailler.